Hello, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas au courant, en ce moment je suis en train de faire un ranking de tous les bacs que je peux trouver. J'ai commencé par des bacs français 2023, métropole, Liban, Amérique, etc. Et avec toutes vos suggestions nombreuses, j'ai commencé à faire des bacs internationaux. J'ai fait le bac Maroc, sciences maths, ultra dur, indétrônable, S-tier. J'ai fait un petit peu de Tunisie, un petit peu de Chine. Et aujourd'hui, exclusivité, attention, restez tout au bout, ça va être incroyable. J'ai fait un nouveau format pour le Bac Cameroun. Bac Cameroun, il se trouve qu'en fait j'ai un pote qui a passé le bac Cameroun en 2008, quasiment en même temps que moi je passais le bac français. Je me suis ramassé un 2,5 sur 20. Tu vois, j'étais assis avec mes potes, tu vois. Et lorsqu'on a remis les feuilles, il y a tout le monde qui s'est éloigné de moi, tu vois. Il va pouvoir nous faire une petite interview, je vais ponctuer ma correction d'exercice, de ses réactions et ses souvenirs de cette épreuve qui était pas mal difficile. Fini le blabla, prenez une feuille, un stylo, essayez de le faire en même temps, dites-moi en commentaire si vous y arrivez, et on est parti. Pour ce bac camerounais, j'ai choisi un exercice du sujet 2008 où il y a une correspondance assez forte avec le programme français. Néanmoins, analyse de l'exercice, on va voir que c'est quand même pas facile. On a un sujet déjà, pour deux raisons, qui va poser des difficultés. La première, c'est que c'est un sujet qui se base sur des intégrales. Et normalement, avec la réforme, si j'ai bien compris, dès que le bac est passé, les élèves de terminale n'écoutent plus rien, s'en fichent des maths, et c'est là que le prof, en avril, genre, vous fait les intégrales. Bon, malheureusement, bah, c'est important les intégrales, donc on va le faire. Et deuxième sujet, pour ceux qui ont bien fait les intégrales, pour le coup, on n'aime pas trop ces trucs avec des variables dans les bornes. Il y a une variable x ici, une variable x ici, ça fait double source de problème. On n'est pas sûr de ce que ça fait, on n'aime pas trop. Donc ça, c'est les deux sources de difficultés qui peuvent faire un peu peur. Là, il y a une question de méthode. La question de méthode, c'est de se rendre compte, en fait, c'est moche, ça fait peur, mais peut-être qu'en fait, c'est plus simple que ce qu'il y paraît. Le premier truc, que je répète assez souvent, c'est d'analyser l'énoncé. Si on regarde cet énoncé, on va se rendre compte, donc c'est moi qui ai tracé les limitations en vert, qu'il y a un peu trois sous-exercices dans ce sujet. Les deux premières questions sont clairement indépendantes. Les deux questions vous disent « Démontrons que cette inégalité est vraie ». C'est pas très compliqué, et c'est des points vraiment faciles à choper. Question 3, 4, 5, il y a un petit peu de méthode. La vraie question clé de cet exercice, c'est la question 3. La question 3 est super difficile, parce qu'il faut être très méticuleux, il faut faire très attention, mais on vous donne l'indice quand même de où est la difficulté. L'avantage de la question 3, c'est qu'on vous donne le résultat, et donc il permet à un élève observateur d'aller faire la 4A et la 4B. Donc ça, c'est quand même top, parce que vous pouvez vous choper des points ici. Question 5, c'est pas bien compliqué aussi, c'est pas mal de... c'est un petit peu de calcul, mais c'est faisable. Question 6 et 7, là on a quelque chose de complètement indépendant. Ce qu'on va faire, c'est plus étudier cette fonction-là, mais étudier la fonction qui est à l'intérieur. On vous dit, montrez qu'elle est doublement dérivable, et montrer que ça c'est vrai. C'est purement calculatoire. Donc 6 et 7, ça a l'air d'être des cadeaux, des questions un peu cadeaux. Donc 1 et 2, faisable. Je pense que vraiment c'est faisable, il faut avoir la petite technique, ça se démontre assez vite. 6 et 7, cadeaux. 4A et B, faisable grâce au résultat qui est donné ici. Donc ça fait déjà beaucoup de questions où il y a des points relativement simples de niveau bac métropole moderne. Montrer la dérivabilité et calculer le nombre, il y a des points à choper. Donc la difficulté va être ici, le reste est quand même jouable. C'est la honte totale si tu te ramasses un 4 ou un 5 sur 20 en maths. Je me souviens, en terminale, premier devoir de maths, première séquence, première évaluation, je me suis ramassé un 2,5 sur 20. Et je te jure, j'étais assis, genre, tu vois, j'étais assis avec mes potes, tu vois. Et lorsqu'on a remis les feuilles, il y a tout le monde qui s'est éloigné de moi, tu vois. Genre, j'étais assis dans mon coin tout seul. Genre, c'est, genre, si tu tapes un 2,5, 4,5, 5 en maths, tu vas pas survivre très longtemps. Donc, c'est hyper compétitif et il y a une certaine culture de travailler bien, quoi, de comprendre ce qui se passe, d'avoir de bonnes notes en maths, physique, chimie, surtout dans la filière C, les filières scientifiques. On commence pour la question 1 et 2. Question 1, étudier et dresser sur moins pipi le tableau de variation de la fonction ici. Tableau de variation, je vais étudier une fonction sur moins pipi. Premier indice dans ma tête, moins pipi, c'est un intervalle qui est complètement symétrique. Moins pi à pi, c'est comme, ça va de moins 1 à 1 si vous voulez. Je vois qu'il y a une symétrie, je me dis attention, peut-être que ça vaut le coup de regarder la parité, il faut la regarder à chaque fois. G de moins x, ça fait g de x, parce que x carré et cos x sont des fonctions paires, donc la fonction g est paire. Donc là, je peux réduire l'intervalle d'étude à 0π, et me dire ensuite, quand j'aurai compris ce qui se passe sur 0π, je pourrais faire une symétrie par rapport à l'axe y, et comprendre ce qui se passe sur moins pi 0. Top. Elle est dérivable sur 0π, bon bah je dérive, hein,
Moins x carré sur 2, je dérive, ça fait moins x. Moins cos x, je dérive, ça fait moins sin x, donc plus sin x. Et là, je peux dire tout de suite que cette dérivée g' de x est négative. Pourquoi? Deux manières de démontrer que sinus x est toujours plus petit que x. Vous dites sinus x est une fonction concave sur 0, pi. Une fonction concave est toujours en dessous de ses tangentes, et la tangente en 0 de sinus x, c'est y égale x. Voilà. Je ne l'ai pas écrit, mais ça, c'est la manière la plus simple. Moi, je pourrais dire, par concavité de la fonction sinus sur 0pi, on sait que sinus x est toujours plus petit que x. Autre méthode pour démontrer que ça, c'est toujours négatif, redériver g'. Étudier la fonction moins x plus sinus x, ça va faire moins 1 plus cos x, ça c'est toujours négatif. On dit que c'est donc négatif, ça descend. Donc ça veut dire, vu que c'est une fonction décroissante qui vaut 0 en 0, on a bien une fonction g' qui est négative. Voilà, c'est faisable, mais on peut le dire rapidement par concavité, je ne l'ai pas rédigé, je vous le fais à l'oral. Si j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tracer mon tableau. Donc premier truc, sur 0pi, on a dit que c'était négatif tout le temps, ok? Et donc ça correspond à une fonction décroissante. Ensuite, j'ai plus qu'à prendre par parité. Si j'ai une fonction qui décroît ici, par parité, je fais la symétrie, j'obtiens une fonction qui croît de l'autre côté. Voilà mon tableau. Question 2, en déduire ce truc-là. Bon, démontrer ce truc-là, mais donc c'est une déduction parce qu'on se rend compte que ça, c'est quand même lié à ce truc-là. Moi, je regarde mon tableau, qu'est-ce que je vois? C'est que la fonction g est toujours en dessous de g de 0. J'ai un point maximal qui est 0. Donc en fait, je comprends que, grâce à ce tableau, j'ai toujours g de t qui est... Enfin, la fonction g qui est toujours négative. Ça, c'est parfait. Ça me donne direct ce truc-là. 1 moins x2 sur 2, plus petit que cos x. L'autre partie de l'inégalité, c'est cos x plus petit que 1. En fait, ça, c'est facile, parce que c'est la définition du cos. Le cos est toujours compris entre moins 1 et 1. J'ai donc répondu à mes deux premières questions. C'est hyper difficile. Les profs, ils font presque exprès de faire que ce soit plus difficile que nécessaire. Et ça pousse les gars, en fait, à être super bosseurs. Donc, ouais. Parce que là, je te dis, je me suis ramassé un 2,5 à la première évaluation. À la deuxième évaluation, si je me souviens bien, j'ai dû avoir un 17 ou un 18, tu vois, parce que sinon, ma réputation, c'était le gars, il a eu 2,5 en maths, on joue plus aux jeux vidéo avec lui, on traîne plus avec lui, tu vois. Pour la question 3, on va y aller doucement et se poser. On comprend quand même assez vite qu'on doit faire apparaître f, et qu'ici, apparemment, il y a du log de 3, donc il y a eu sûrement une primitive, une intégration. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je comprends que pour aller de là à là, il faut faire apparaître cos t sur t, je vais sûrement diviser par t. Si je divise par t, je vais faire apparaître du 1 sur t. 1 sur t, sa primitive, c'est log, ça me parle. Donc je suis assez content. Le problème qu'on va avoir, c'est que sur moins pi, il y a des nombres négatifs. Et le log n'est pas défini pour les nombres négatifs. Donc, tout de suite, il faut penser à ça. Heureusement, si vous n'y pensez pas, l'énoncé est plutôt sympa et vous distinguerez les cas x positif, x négatif. C'est-à-dire que x négatif va être problématique. Pour l'instant, regardons juste la petite transformation que je viens d'évoquer sur x positif. On commence par le plus simple. Si je dis par rapport à l'inégalité qu'on vient de démontrer, je divise par t l'inégalité, ça me fait apparaître 1 sur t moins t carré sur 2, je divise par t, il reste t sur 2. Cos t, ça fait cos t sur t, le 1 devient 1 sur t. Soit x positif. Ben, tout ce que j'ai à faire, c'est faire l'intégrale entre x et 3x de toute cette inégalité. J'obtiens ça, je vois que ici et ici, j'ai l'intégrale de 1 sur t entre x et 3x. Donc c'est un calcul qui va être le même de chaque côté. Et ici, j'ai fait apparaître f de x. Ça a l'air de rouler, donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est calculer la primitive de chaque côté. Très compliqué. Ça, c'est le log. Hop, ça fait log de 3x moins log de x. Et moins t sur 2, cette primitive en moins t carré sur 4, qui me donne ce truc-là. Celle-ci, c'est log de 3x sur log de x. Moins log de x. Utilisation des propriétés du log, ça fait log de 3x sur x, log de 3. Qu'on retrouve ici. J'ai donc démontré exactement ce qui était demandé. Pour la petite anecdote, ma classe, on était 98 dans la classe, c'était pas des classes de 30 personnes ou de 20 élèves, c'était des grosses classes. Et je devais être pote avec genre facilement 40, 50 personnes dans la classe. Par exemple, est-ce qu'il y avait du bullying du genre t'es un bon élève, on te frappe? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es un bon élève, t'es la star du lycée. Le mec qui a 20 en maths, tout le monde veut être pote avec lui. Non, c'est bien, c'est trop marrant. Non, mais oui, c'était un peu... Ça va faire marrer les gens qui regardent. Les Français, ça va les faire rire. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Non, mais sérieusement, t'as 20 en maths, en tout cas au lycée bilingue de Bafsam où j'ai fait le truc, t'as 20 en maths, t'es une légende. Passons maintenant au cas où x est négatif.
Le problème pour x négatif, c'est que je n'ai pas de log défini sur les nombres négatifs. C'est interdit, tout bêtement. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour l'intégrale entre x et 3x, donc des nombres négatifs, de 1 sur t? Le vrai problème, c'est ça, c'est qu'en fait, 1 sur t, sur les nombres négatifs, bah, elle a une aire, en fait. Je peux très bien définir l'intégrale sous la courbe, enfin l'aire sous la courbe. L'intégrale entre moins 2 et moins 5 de 1 sur t, elle existe. C'est pas interdit de l'écrire. Ce qui est interdit, c'est d'appliquer le logarithme comme primitive sur des nombres négatifs. Donc qu'est-ce qu'on fait pour calculer ça? On utilise en fait une propriété qui se voit ici, c'est la propriété d'imparité de la fonction 1 sur x. Pour une fonction impaire, si je dis que ça c'est hop, moins b, et ça c'est moins a, imaginez moins 3 et moins 1, ben, l'aire entre moins b et moins a, c'est égal à quoi? Vu qu'elle est en dessous par imparité, c'est égal à moins l'aire entre a et b. Donc là, si j'ai moins a ici, j'ai a, si j'ai moins b là-bas, j'ai b ici. L'aire entre moins b et moins a égale moins l'aire entre a et b. Ça va être super simple, donc j'ai ces deux nombres négatifs là. Premièrement, si ces deux nombres négatifs, 3x est plus petit. Donc je vais inverser les bornes de l'intégrale, et dire que ça, c'est égal à moins l'intégrale entre 3x et x. Sur cet objet-là, ça c'est l'objet petit 1 ici, j'applique la règle d'imparité. Ça devient moins, le moins je laisse devant, moins l'intégrale entre ce x devient le moins x ici, ce 3x devient le moins 3x. Top, ça c'est ma propriété d'imparité. Je simplifie les deux moins, ça me fait l'intégrale entre moins x et moins 3x de dt sur t. Mais avec x négatif, moins x est positif, moins 3x est positif, le log est défini, je peux calculer cette aire-là en utilisant la primitive. Et donc là je suis très content, ça me fait quoi? Log de moins 3x moins log de moins x, propriété du log, ça me fait log de moins 3x sur moins x, le moins a le bon goût de se simplifier, le x aussi, et donc je vais obtenir quoi? Oups, j'ai refermé le truc. Bah, log de 3. Exactement ce qu'on demandait. Donc je peux conclure et dire, bah celle-ci, pour des nombres négatifs, c'est la même chose, ça c'est f, celle-là et celle-là, on vient de la calculer, j'obtiens exactement le même résultat que pour x positif. Il y a l'école polytechnique, il y a l'école normale, il y a l'école de médecine. Je sais pas. Bon, ça, c'était les trois que j'avais en tête. Dès la classe de seconde, lorsque tu vas en seconde C, bah, tu sais que voilà, dans 3 ans, je vais passer le concours de polytechnique. Il y a une seule école polytechnique dans le Cameroun. Elle prend, je crois, 200 élèves par an. Déjà, dans ton lycée, tu sais qu'il y a plus de 300 personnes qui veulent aller dans cette école. Et tu n'es qu'un lycée. Il y a, je sais pas, 2000 lycées dans le pays. Question 4, on me dit en déduire limite de f de x quand x tend vers 0. Ça, ultra simple par encadrement. C'est pas comparaison ici, c'est encadrement ou théorème des gendarmes, petite faute de ma part. J'ai ce truc-là ici, je peux dire que bah, quand x tend vers 0, ça tend vers log de 3. Et ce truc-là, quand x tend vers 0, ça tend aussi vers log de 3 parce que c'est une constante. Donc f de x par théorème d'encadrement, encore une fois, pas de comparaison. Je vais avoir 8 commentaires me disant attention, c'est pas comparaison. Alors ce truc-là tend vers donc log de 3. Assez sympa. Encore un truc un peu hors programme, prolongement par continuité. Un prolongement par continuité, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, quand on a une fonction genre sinus x sur x, en fait, sinus x sur x, on montre qu'en 0, elle a une limite qui vaut 1, et on a une fonction qui est comme ça. Hop, qui part un peu comme ça. Et on voit ici que, en fait, elle n'est pas définie en 0, parce que j'ai pas le droit de définir, j'ai pas le droit de diviser par 0, mais que si j'ajoutais à cette fonction juste un point unique, où je disais, bah, ce serait cette fonction-là tout le temps, mais en 0, elle vaut 1, bah, j'aurais un truc continu parce que je pourrais la tracer sans lever le stylo. C'est ça un prolongement par continuité. Est-ce que c'est possible de dire, bon attends, c'est une fonction qui est un peu cheloute, parce que je divise par x, je peux pas dire que ça vaut quelque chose en 0, mais est-ce que si je rajoute un point, j'aurais pas la continuité générale? Et en fait on dit, ben oui, on va prendre une fonction que j'appelle f tilde, qui est basée sur l'expression de f, elle vaut f de x sur tout l'intervalle, sauf le point problématique, et au point problématique, elle vaut log de 3. Je fais exprès de mettre la bonne valeur qu'on a trouvée au-dessus, ça. Et je vérifie, donc ok, la limite de ce truc-là quand x tend vers 0, bah, c'est la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est log de 3, qui est bien égal à f tilde de 3, f tilde c'est le petit nom que j'ai donné, bah c'est bon, f tilde de 0 je veux dire, donc ça c'est bien la définition de la continuité, c'est donc possible de la prolonger par continuité, il suffit de prendre f et de rajouter le petit point au bon endroit, en 0, si elle vaut log de 3, c'est bon. Pour la question 5, on a aussi un petit peu de technicité qui n'est pas vraiment au programme, c'est l'idée de calculer la dérivée de f. Donc pour faire ça, il faut absolument, quand on parle d'une intégrale avec des bornes qui varient et de dérivabilité, il faut se baser sur la notion du basique, enfin fondamental, du théorème fondamental de l'analyse qui vous lie la fonction r sous la courbe, l'intégrale, avec la notion de primitive. Donc pour faire ça, il suffit de rendre tout très clair. Tout d'abord, j'introduis le nom de la fonction petit h, là je dis petit h cos t sur t, et je dis ça c'est une fonction continue sur l'intervalle i. I c'est moins pipi avec 0 qui est exclu. Théorème fondamental de l'analyse, pour une fonction continue, la fonction
R sous la courbe entre 1 et x, par exemple, est dérivable, et sa dérivée vaut la fonction. Donc en fait, c'est le théorème qui dit, bah, cette fonction où on calcule R sous une courbe, en fait, sa valeur, c'est la primitive, donc c'est ce lien entre R sous la courbe et primitive. Et j'ai ça. Donc ça, je sais, ça c'est ultra facile à poser, donc je me libère de x et 3x, je prends juste celle-ci, qui par le cours de terminal me dit, bah oui, ça c'est dérivable, on le sait, ça vaut ce truc-là. Ça vaut cos x sur x. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? La petite astuce, c'est d'exprimer f, avec la relation de Chasles sur les intégrales, f en fonction de grand H uniquement. F, c'est l'intégrale entre x et 3x, de petit h, bah en fait c'est grand H de 3x moins grand H de x. Donc f, c'est une différence de deux fonctions grand H, la fonction grand H, elle est dérivable, donc f est dérivable. Et voilà, calcul, petite, comment dire, c'est une petite composée de fonctions, bah, ça fait 3h' de 3x moins h' de x, 3h de 3x moins h de x. Application numérique pour pi sur 6, 3 pi sur 6 c'est pi sur 2, il y a un cos pi sur 2 qui vaut 0, il reste plus que ce truc-là, ça nous fait une pente négative, on est bon. Ouais, un peu, parce que je me souviens quand je me suis ramassé 2,5 en maths, je rentre à la maison, je donne je donne ma copie à ma mère, je lui dis ouais, tu sais même pas par où commencer. C'est pas genre c'est pas un bullying quoi, c'est genre ouais, t'as eu 2 en maths, personne n'a 2 en maths dans cette maison, ton père n'a pas eu 2 en maths, j'ai pas eu 2 en maths, tes frères n'ont pas eu 2 en maths, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me souviens, avec mes parents, on s'est assis, on a fait un programme d'études. Voilà, t'as eu 2 en maths, c'est bien, mais il y a encore 5 évaluations avant le bac. L'objectif, c'est que au moment de passer le bac, t'es plus 2 en maths, tu vois. Comment est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus? Vu qu'avec 2 en maths, un truc comme, je sais plus, 8 en physique, c'était de la grosse merde. Genre, première évaluation en terminale, je me suis dit, ok, je me suis ramassé au total un truc comme 8 de moyenne. Comment est-ce que je fais pour avoir 14 de moyenne en aggregate de la première et la deuxième évaluation? Parce que pour la note trimestrielle, c'est les deux évaluations qui comptent. Ben, je me suis fait un programme pour avoir 14 de moyenne. Il faudrait que, bon, je suis pas très bon en, je sais pas, en géographie. Ok, je vais mettre un 12, un 13. Je peux me démerder en maths pour avoir un 16, un 17, je vais mettre 17. Je peux me démerder en physique pour avoir un 18, je vais mettre 18. Et je l'ai fait avec ma mère et j'ai taffé comme un malade pendant, tu vois, la deuxième évaluation. Et je crois qu'à la fin, j'avais un 13,5. Donc, j'ai pas atteint le 14, mais voilà, j'étais content, tu vois. Question 6 et 7, c'est un peu les questions cadeaux, honnêtement. On nous pose la fonction h, comme j'ai fait juste avant, est-elle deux fois dérivable? Oui, c'est le produit de deux fonctions infiniment dérivables, donc deux fois dérivables, il n'y a pas de problème, ça se conserve. Vérifiez qu'il y a les solutions de l'équation différentielle ici. Bon, les équations différentielles d'ordre 2, c'est pas au programme, mais en soi, c'est pas très compliqué. Vérifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire calculer h', calculer h', calculer h. Bon bah, je vous l'ai fait ici, hein. Là je l'avais caché, mais on calcule h', on calcule h', honnêtement c'est du calcul un peu lourd, mais ça se fait, et ensuite on calcule la quantité xh', plus 2h' plus x fois h, et on croise les doigts que ça fasse 0. On le fait, j'écris les trois quantités, on fait la somme, 2 cos t carré va se simplifier ici, 2 sin va se simplifier, ça simplifie, la somme fait bien 0, c'était des points gratuits. La conclusion attendue par tout le monde, mon ranking final, alors c'est pas facile, je sais pas trop où je vais le mettre. Basé sur cet exercice, je trouve que, alors clairement c'est du A, minimum, hein. C'était quand même assez costaud, mais basé sur cet exercice, on voit qu'il est dur, mais qu'il y a moyen, en analysant bien le sujet, en se rendant compte qu'il y a des questions indépendantes, il y a quand même moyen de choper des points. Donc, il est difficile parce que c'était une intégrale avec des x et tout, mais bon, je pense qu'il est quand même faisable. Il faut toujours comparer de toute façon le rapport entre le sujet, donc les intégrales, et la difficulté de la question. Donc il y a un aspect de ce bac qui est très très difficile pour les Français parce qu'il y a plein de hors-programmes pour nous, mais je trouve que quand on voit le sujet, imaginons qu'on le connaît, les exercices sont difficiles, pourraient être plus difficiles. C'est vrai que dans le sujet, si vous regardez, il y a des matrices, des produits vectoriels, plein de trucs qu'on fait en prépa, on verra. Pour l'instant, je le mets à A avec un gros potentiel de montée. Voilà, râlez en commentaire si vous n'êtes pas content, dites-moi quel autre pays vous voulez, et je vous dis à la prochaine. Est-ce Ouais. que tu as un truc que tu veux dire, un mot de conclusion, un truc que tu veux balancer, un mot d'espoir, tu sais, un truc que je veux dire aux jeunes de 17 ans qui essayent de se dire qu'est-ce que je peux faire dans la vie, est-ce que je fais des maths, ok, ils sont sur ma chaîne YouTube, donc ils ont envie de voir des maths, tu vois.
Je sais pas, t'as un parcours assez diversifié, c'est un truc à leur dire Ouais. pour les encourager s'ils se sentent paumés, tu vois. Enfin, le système éducatif, en tout cas le système éducatif francophone, il essaie toujours de nous mettre dans des cases, en fait. Genre, dès la classe de seconde, soit tu fais sciences de la Terre, soit tu fais maths, soit tu fais etc. Mais je me suis rendu compte lorsque à 20 ans, que, en fait, ma vie, elle n'avait pas commencé, en fait, tu vois. Genre, l'espérance de vie, c'est quoi? 80, 70, 90 ans, je sais pas. Donc, à 20 ans, lorsque, je sais pas, soit tu es en prépa, soit tu es en bac, en 17, 18 ans, tu sais pas encore ce que tu vas faire. Donc, choisis ce que tu aimes et vas-y, fais-le à fond. Et au final, ça va marcher, tu vois, parce que voilà, j'ai fait physique, aéro, ingénieur logiciel, entrepreneur, genre, et je sais pas ce que je serai en train de faire dans 10 ans, tu vois, I have no idea. Donc, just fais ce que t'aimes et les choses vont marcher. Bah, Non, mais écoute, si c'est je me sympa. souviens, ce bac, je pense en maths, j'ai dû avoir 13 ou 14, un truc du genre. C'était chaud, mais ouais, j'ai dû avoir 13 ou 14 en maths au bac.